Mais on peut y aller si vous voulez. Ok. Avant, merci d'être ici. Je crois que ce qu'on va faire, d'ailleurs le programme est très bien, je vais vous expliquer un petit peu, bien que je pense que vous êtes déjà assez au courant de mon historique. Poser des questions. Moi-même, j'ai des questions que je vais vous poser. Cette réunion de Libourne aujourd'hui va être différente de celle de Dinan et de Dole, car ces deux premières réunions étaient et toujours dans l'idée de faire, entre guillemets, équipe avec, on fera référence aux têtes de file, aux gros porteurs, Maxime Nicole, Éric Drouet, Ramous, François Boulot, Rodriguez, etc. Tous ces gens, Boulot, Maxime je connais très très bien, Rodriguez aussi, j'ai eu tous ces gens au téléphone au fur et à mesure, et je vais vous expliquer pourquoi ma décision, il y a une dizaine de jours, de dire j'arrête de vouloir les positionner et les aider dans ce qui se passe. Alors au départ, les Gilets jaunes, en ce qui me concerne, ça a été un peu comme une boulet de canon. Hein. Sachez que, et vous avez peut-être entendu que mes revendications étaient les mêmes que les vôtres, à savoir, il y a 5 ans, en ce qui me concerne, j'avais fait une stratégie qui a été affinée ces 3 dernières années pour apparaître médiatiquement en France en fin 2019. Pourquoi ? Car ces 20 dernières années, 18 ans exactement, moi et mon groupe, nous sommes intervenus en tant que consultants de pays étrangers sur 3 plateformes africaines. Nous avons été consultants directs de 2 présidents et nous avons facilité beaucoup de contrats sur ces plateformes pour des pays, y compris la France et tout autre pays. Hein. C'est un peu... vous avez un gouvernement officiel qui est en France, qui est Macron, l'Élysée, et ensuite vous avez toute une structure d'État en dehors des frontières qui gère aussi ces comptes d'État qui sont financés par les contribuables. Alors ça va jusqu'au financement ça peut aller d'autoroutes pour aider certains pays, participation financière sur certains projets peut-être qui touchent au pétrole, et aussi en particulier sur des interventions militaires sur des pays sensibles. Donc sachez qu'il existe toute cette structure d'État en dehors des frontières qui n'est absolument pas, bien évidemment, accessible par monsieur et madame tout le monde. Ça c'est très clair. Et donc, chaque président a des conseillers, qui sont donc M. Macron, a des conseillers privés, qui sont connus, hein, vous pouvez aller voir sur YouTube. Et puis vous avez aussi, après, des consultants, des structures qui apparaissent, qui eux n'apparaissent nulle part au niveau médiatique, mais qui sont très présents au niveau de ces contrats d'État. Voilà, c'est là où nous sommes intervenus pendant plusieurs années. Et en ce qui me concerne, j'ai pris la décision de rendre en quelque sorte une justice à mon pays, parce que je suis français avant tout. On a une lignée de mon grand-père et de mon père qui ont été très présents pour aider ce pays. J'imagine que c'est dans le sang. Et sachant en plus que j'avais les moyens et les éléments pour faire cette différence, donc nous avons affiné une structure ces 3 dernières années qui m'aurait emmené en octobre 2019. Entre-temps, 17 novembre 2018, il y a Priscilla qui fait cette première pétition contre la hausse de l'essence. Alors, j'étais même pas au courant, on m'a appelé de mes bureaux en me disant, c'est une personne qui fait partie de ma communication, qui m'a dit ce serait bon à suivre cette dame, parce que justement, cette histoire de hausse des carburants faisait partie aussi de ce que je demandais pour 2019. Je dis, bon, ben, est-ce qu'ils m'ont devancé? Peut-être. En tout cas, on va suivre. Et dans les semaines qui ont suivi, Éric Drouet a fait La France en colère et a ensuite fait ses premiers samedis, les samedis. Alors là, c'est devenu flagrant que les revendications qui étaient demandées étaient tellement proches des miennes qu'une décision, en ce qui nous concerne, devait être prise. Est-ce qu'on ne fait rien? On ne broche pas? On attend ce qui est prévu pour octobre 2019. Alors octobre 2019, c'est tout à fait différent. Hein. C'était moi-même, vous avez peut-être entendu parler, il y a un livre qui s'appelle Le Créancier, que je ne vais surtout pas sortir maintenant, parce que ce
sera la bonne excuse en disant que justement je suis là, loin de là. Mais en tout cas, le livre s'appelle bien Le Créancier, et ce livre, en quelque sorte, était là en 2019 pour me présenter et pour expliquer mon parcours, qui je suis et pourquoi je fais ça. Et aussi, je ne le fais pas seul. Vous pensez bien que je ne vais pas me mettre aujourd'hui à jour sans prévoir mes arrières, surtout à un niveau d'État. C'est pour ça que vous avez sans doute entendu parler de 2 pays qui me cautionnent. Effectivement, j'ai 2 pays qui me cautionnent bien, dont un qui est très sensible avec la France, et aussi ces réseaux d'information qui, eux, sont plus que performants, car au départ, moi-même, j'ai été le fondateur du premier réseau il y a 18 ans, qui sont des réseaux qui répertorient en quelque sorte un peu l'ensemble des données d'État de ce qui sort en dehors des frontières. Donc des informations plus que sensibles, comme vous pouvez vous imaginer. Donc le but n'était absolument pas de créer un conflit, quoi que ce soit, c'était de pouvoir remettre en quelque sorte les pendules à l'heure, en particulier avec un nouveau gouvernement, le gouvernement Macron, qui... alors, la réalité des Françaises et des Français, Macron était un ministre des Finances, donc qui est venu pratiquement de nulle part, des Rothschild, qui a été poussé par Jacques Attali, et ensuite qui s'est retrouvé à l'REM 6 mois, et d'ailleurs sachez que ça a été très bien monté hein, par le CAC 40, il a fait de tous les présidents français plus de couverture de magazines de toute l'historique, donc une machine de lobby financier. Voilà, donc moi en ce qui me concerne, personnellement, je n'ai absolument rien contre M. Emmanuel Macron. Le souci que j'ai, c'est qu'il occupe le poste de président de la République de mon pays. Et c'est ça le problème, en ce qui me concerne. Donc, étant lui président depuis 1 an et demi, et voyant ce qui se passait, c'était très clair que ma décision il y a 3 ans, alors qu'il n'était pas encore président, ne faisait que vraiment dire, effectivement, maintenant, nous devons intervenir. Alors, intervenir, c'était d'une façon, comme je vous ai dit, complètement différente. Ce qui était prévu, c'était qu'au mois de septembre, à peu près, que certains de mes collaborateurs rentrent en contact, en particulier avec TF1, en leur expliquant ce qui se passait, en leur donnant certains éléments qui prouvaient aussi que ça aurait été important d'avoir Philippe Argillier en live au journal de 20h. Je vais vous dire, à ce niveau-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les gros médias ne m'ont jamais approché, de par le parcours que j'ai décidé de suivre ici, qui va peut-être changer. Par contre, ça aurait été peut-être 2 appels, un seul rendez-vous, et j'aurais été à 20h20 en live au journal de 20h au mois d'octobre, garanti. Donc, voyez comment aujourd'hui on a géré cela, et ma décision de rejoindre les Gilets jaunes s'est fait qu'à un moment on s'est presque demandé s'il y avait eu une fuite à l'intérieur de nos réseaux, parce que c'était tellement similaire par rapport à ce que je comptais faire au mois d'octobre, peut-être créer un mouvement aussi pour justement alerter les Françaises et les Français en leur donnant des éléments qui n'auraient jamais eu accès. Voyant ce qui se passait donc avec Drouet, avec tout ce que vous avez pu suivre, j'ai dit, bon, il faut que je rencontre immédiatement une tête de file. Donc, quelle tête de file? Et à ce moment-là, j'avais 2 gilets jaunes de Nice qui étaient très impliqués et qui m'ont dit, Maxime Nicole sera le mieux, c'est lui qui pourra peut-être comprendre le mieux ce qui se passe. Alors, moi, je ne connaissais ni Maxime Nicole, ni Éric Drouet. Sachez que j'évolue dans une galaxie complètement différente. Je sais que ces gens-là avaient des réseaux très performants, hein, donc, qui mettaient 300, 400 000 personnes sur les Champs-Élysées. Donc je devais obligatoirement les contacter et leur dire voilà qui je suis, et on va faire équipe, bien évidemment. Parce que ces gens-là ont eu ce qu'il fallait pour mettre les gens, 400 000 personnes sur les Champs-Élysées, mais n'avaient pas, bien évidemment, les éléments nécessaires pour pouvoir faire vraiment le chaud et le froid avec un gouvernement. Un gouvernement, on peut être dans la rue, on peut obtenir des choses, mais croyez-moi, le langage codécrypté des gouvernements ne se fait pas dans la rue. C'est tout à fait autre chose. C'est derrière les rideaux, c'est derrière tout ce que vous pouvez imaginer. Des fois, ça se fait même amicalement sur un repas, et ça se décide comme ça. Donc on est loin des 400 000 personnes. Donc
Par contre, ça montre que la France est dans une situation très grave. Donc, ok, je rencontre Maxime Nicol. Alors, rencontrer Maxime Nicol, comment on le rencontre? Dans ma réalité, c'est très simple de rentrer en contact avec un chef d'État, parce que nous avons un département protocolaire, nous avons un département qui s'occupe, même système. Mais rencontrer Maxime Nicol, c'est pas évident. Donc, je me suis dit, le mieux, c'est de prendre 2 gros porteurs niçois. Et effectivement, après leur avoir expliqué, ils ont dit, nous on appelle Nicol. Ils l'ont appelé, et Maxime est tombé, bien évidemment, au départ de haut. Il a dit, mais qui c'est ce monsieur? Chef d'État officieux, grosse villa. Moi, je suis prudent, je veux d'abord que 2 gilets jaunes de Nice viennent me voir à Paris. Donc on a pris 2 gilets jaunes de Nice qui sont allés et qui ont rencontré Maxime donc, à l'aéroport d'Orly. Et il a eu une condition sine qua non qui a été, moi je descends, mais je veux voir les documents qui effectivement confirment que vous êtes bien le personnage que vous êtes. Et ça, c'est tout à fait légitime. Tout le monde peut dire je suis, mais faut-il encore le prouver? Donc ces documents, ces fameux documents, en ce qui me concerne, je n'en suis pas propriétaire. Donc j'ai dû faire appel aux 2 pays, en particulier un, ils ont cautionné. Donc le temps que Maxime arrive, les documents sont arrivés, et je l'ai reçu donc, dans une résidence, qui est une de mes résidences, c'est une résidence très officielle, elle a un statut littéralement d'ambassade, il y avait des caméras de tous les côtés, il y avait tout ce qui était officiel, garde du corps. Donc Maxime s'est trouvé dans un environnement qui était un petit peu perturbant, parce que c'était très officiel, et là-dessus, je l'ai fait vraiment asseoir sur un siège de chef d'État, et je lui ai montré donc de quoi il s'agissait pour que ce document valide effectivement qui j'étais. Il l'a vu, de là les documents sont repartis immédiatement, et il a fait son live, que vous connaissez tous, 3e guerre mondiale, etc. Et là, ça a été, au niveau de la forme, catastrophique. Le fond, il n'a pas tort, la forme, catastrophique, parce que les gens se sont uniquement, Philippe Argillier n'existait pas, c'est les documents. Les documents, c'est Philippe Argillier. Voilà. Et donc, moi, je me suis retrouvé, stratégiquement parlant, à défaut totalement, car au départ, ces documents étaient uniquement là pour Maxime Nicol, pour prouver ma légitimité, mais non pas pour dire ces documents vont être utilisés. Bien évidemment, on ne va pas utiliser quoi que ce soit comme document pour faire tomber un gouvernement. On ne fait pas tomber un gouvernement, on conseille un gouvernement. Okay, donc, c'est 2 choses bien différentes. Le mal a été fait, peu importe, de là, et c'est là où moi j'ai fait une erreur stratégique très grosse, car je m'étais engagé avec les pays en question qu'à l'issue du rendez-vous avec Maxime Nicol, dans les 2 semaines, j'arriverai à réunir donc ses amis, c'est-à-dire Éric Drouet, Priscilla et tous les gens donc, qui travaillaient en équipe et qui sont vraiment ces gros porteurs. Et là, ça a été mon erreur colossale, car il n'y a eu aucun retour. Aucun retour. Alors, j'ai essayé de justifier cela avec les gens qui me cautionnent en disant ce sont des gens qui n'ont absolument pas l'habitude de traiter à un niveau du gouvernement. Les gens, ils font des manifestations, mais on va leur laisser le temps. Entre-temps, j'ai fait venir Maxime 3 fois à Nice. J'ai essayé par tous les moyens de voir, mais en définitive, le retour a été caduc. Il ne voulait pas me rencontrer, il ne voulait pas non plus apprendre et connaître ce que je voulais leur donner comme information. Alors, à ce moment-là, j'avais ces gros porteurs, je fais référence à ces têtes de file qui ont la capacité de mettre 300 000 à 400 000 personnes dans les rues, ce qui est important, moins maintenant, hein, on parle de 50 000 à 60 000 personnes. Mais par contre, ces gens-là n'ont aucune idée, quoi que ce soit, comment fonctionne une machine d'État. Aucune. Ça, c'est comme si vous prenez un dentiste et vous le mettez au volant d'une Formule 1. Il va pas faire 10 mètres. Réciproquement, la même chose. Donc le but pour moi était, au départ, non pas de me mettre en avant comme je fais maintenant, était de dire, on réunit tout le monde, je comptais les faire venir dans la même résidence, leur donner à ce moment-là les éléments
qui auraient été directement affiliés aux revendications en moyen de pression, et là, ensemble, structurer cette organisation dont j'ai toujours parlé, parce qu'on n'approche pas un gouvernement en défonçant les portes, en faisant ce qui se passe, on approche un gouvernement, surtout en France, d'une façon totalement légitime, authentique, officielle, à savoir une organisation. Mais au départ, c'était pour moi de réunir tout le monde et leur donner justement les éléments qu'ils n'avaient pas, et eux, en retour, m'auraient donné cette force médiatique que je n'avais pas. Donc c'était un échange. Et cet échange ne s'est absolument pas fait. Donc, ce dernier mois, je suis arrivé à une situation qui était grave en ce qui me concerne, car les pays qui cautionnaient m'ont dit, nous, en ce qui nous concerne, maintenant, on ne peut plus aller de l'avant, soit, finalement, on réunit et vous réunissez tous ces gens, ou soit, vous reprenez votre stratégie de 2019. Ou soit, bien évidemment, c'est votre choix. Merci beaucoup, au revoir, c'est une affaire qui est terminée. Et là, moi, j'ai pris ma décision qui était de dire, je fais une dernière tentative, mais s'ils ne veulent pas, étant donné que c'est moi-même, je prépare ça depuis 3 ans, je ne vais pas arrêter, et je serai obligé de faire cavalier seul, alors que le but n'était absolument pas ça. Avec, au départ, c'était de m'inclure avec eux. Il y aurait eu en plus Philippe Argillier, sauf que Philippe Argillier emmenait des éléments qu'eux n'avaient pas. Voilà. Et des éléments qui étaient plus que pertinents, parce que ce sont des éléments qui font partie d'un langage codé, crypté, gouvernemental, qui là, à ce moment-là, demande une réflexion et demande bien à réfléchir. Et c'était à travers cette structure que je comptais mener donc ces revendications, qui auraient été très rapides d'ailleurs. À ce niveau-là, à partir du moment où vous emmenez des informations d'État, on n'a plus vraiment besoin de descendre dans la rue. À partir du moment où ça a déjà été fait, on sait que les gens ne sont pas heureux, on sait qu'il y a des problèmes.